Bienvenue dans le podcast Unbedingt. Unbedingt, c'est un podcast littéraire. Mon invité et complice, Nicolas Oltramar, est professeur de lettres et de théâtre. Allez, c'est parti! Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Dans ce podcast, nous allons évoquer le roman « La plus secrète mémoire des hommes » de Mohamed Mbougar Sarr. Ce roman, publié en 2021, a obtenu le prix Goncourt. Alors, c'est un roman imposant, 450 pages, à peu près. Et dès qu'on aborde la question de l'énonciation, là, c'est un petit peu là où les choses se compliquent. Qui raconte l'histoire? Est-ce que c'est Diegan, qui est très souvent le narrateur? Est-ce que c'est Siga? Est-ce que c'est Eliman et tant d'autres? Alors, c'est un petit peu tout le monde, en effet. Nous avons donc un personnage, Diegan Latirfaï, qui va poursuivre une quête, qui sera donc le fil narratif du roman, puisqu'il veut élucider le mystère d'un écrivain, T.C. Eliman, un écrivain qui a écrit une œuvre fulgurante, mais tombée dans l'oubli pour diverses raisons, sur lesquelles nous reviendrons, et qui ensuite n'a plus jamais rien écrit et a un petit peu disparu dans la nature. Notre personnage donc finit par trouver un exemplaire de cette œuvre. Il est absolument fasciné et c'est en lecteur admiratif qu'il se lance dans une enquête pour découvrir qui était cet Eliman, ce qu'il est devenu, ce qu'il a peut-être écrit d'autre, si jamais des écrits de lui se trouvaient quelque part. C'est donc toute une enquête qui démarre à ce moment-là et qu'effectivement Mohamed Mbougar Sarr va traiter d'une façon moderne, puisque nous n'allons pas avoir toujours comme personnage narrateur Diegan, mais c'est une œuvre polyphonique où la voix narrative va être déléguée à différents personnages. Donc effectivement, il y aura Marem Siga D, une écrivaine sénégalaise qui va jouer le rôle de l'initiatrice, de la Cicérone de Diegan, puisque c'est elle qui va en quelque sorte le lancer sur la piste d'Eliman, qui va lui confier l'exemplaire, un des rares exemplaires restants de cette œuvre donc, qui s'appelle dans le labyrinthe de l'inhumain. Ouais. Et c'est donc bel et bien dans une enquête labyrinthique qu'elle le lance, elle qui d'ailleurs sera aussi surnommée l'araignée mère, donc cette toile d'araignée où elle le propulse et qui n'est autre que le mystère d'Eliman. Et du coup, l'enquête va faire alterner les passages où Diegan évidemment s'exprime, mais il va trouver également un certain nombre de documents, ou en tout cas de documents fictifs, puisque ce sont des choses que Mohamed Mbougar Sarr a écrit lui-même, mais du coup cela décentre la narration, ce sont tout à coup des éléments qui sont donnés comme non fictionnels en apparence, qui viennent prendre le relais de la narration. D'autres moments, ce sont des témoignages, les confessions de Siga qui raconte son enfance, puisque elle est liée par sa famille à Eliman. Nous aurons des passages parfois plus insolites. Nous avons un moment le monologue intérieur de Mossane, une des femmes de ce roman qui est la mère d'Eliman, même si c'est d'ailleurs assez... L'intrusion de ce passage est un petit peu invraisemblable, mais qu'importe, nous l'avons. Nous aurons les récits rétrospectifs de Denise, qui a connu Eliman, de Thérèse Jacob, l'éditrice, qui nous racontera, je crois, aussi l'histoire de Charles Ellenstein, le coéditeur. Et puis, on aura même parfois des lettres, quelques rares lettres d'Eliman qui permettent d'approcher un petit peu du personnage mystérieux qui, il faut le dire, brille dans ce roman par son absence, un peu à la manière de
de la fleur de Mallarmé. Je dis une fleur et soudain se lève l'absente de tout bouquet. Eh bien, plus on cherche à parler d'Hélimane, plus il rayonne de son absence, oserais-je dire. Oui, alors c'est un ouvrage touffu, il y a des récits enchâssés qui donnent l'impression d'arriver comme ça au hasard de la plume, alors qu'en fait ils sont savamment intégrés dans le flux narratif. Alors pour la question du genre, là aussi cet ouvrage possède une grande latitude. On est dans le récit d'investigation, en tout cas dans la première partie. On a vraiment le champ lexical de la quête, le mot piste et tout ce vocabulaire, mais on a aussi parfois des histoires d'amour, et puis un conte africain. Donc, y a-t-il un genre dominant dans ce roman ? Non, et c'est précisément, je pense, sa grande richesse. On dit souvent que le genre du roman est un genre polymorphe, qu'il est fils de Morphée, qu'il sait adopter toutes sortes de formes et de genres différents, et je crois que la plus secrète mémoire des hommes nous le prouve brillamment, puisque effectivement nous avons un roman qui serait une sorte de roman policier à certains moments, mais qui vire parfois au polar et au roman noir, avec ces personnages féminins notamment qui sont toujours un petit peu des femmes fatales, la femme araignée, la vampe, qui va séduire le personnage principal, le détourner parfois, mais pour le ramener peut-être dans un chemin qu'il n'avait pas envisagé. Comme tu l'as dit, certains moments peuvent faire penser à des contes africains. Par exemple, la légende qui entoure la mort du père d'Houssen Koumak, le père supposé d'Hélimane. Mais nous trouvons également d'autres genres, l'histoire d'amour, puisque nous avons une histoire d'amour entre Aïda et Diégane, mais une histoire d'amour également entre Houssen, Mossane, et puis le frère jumeau Hassan, donc une sorte de trio amoureux et conflictuel pour le moins, qui est aussi au cœur de l'ouvrage, qui d'ailleurs réveille de vieux mythes, celui des frères ennemis, Bien sûr. par exemple, donc on est aussi du côté du mythe. On va trouver du roman historique, avec tout le passage sur Charles Hellenstein et la persécution des Juifs, des romans peut-être plus contemporains, avec l'évocation des troubles provoqués par le suicide de Fatima Diop. Bon, même si tout cela est évidemment une fiction, mais du coup il nous replonge dans une sorte de réalité politique du Sénégal, donc quelque chose de plus réaliste. On va avoir des côtés plus balsaciens, oserais-je dire. Et... Absolument, absolument. Il y a vraiment une liste de personnages, et puis qui sait, peut-être que dans 20 ans, il y aura, comme pour Balzac, un dictionnaire des personnages de Mohamed Mbougar Sarr. Tout à fait, et puis il y a cette vocation balsacienne, j'ai envie de dire, de recréer un petit peu le monde avec ses milieux, et on a par exemple, dans ce roman, toute une reconstitution d'un certain milieu littéraire sur lequel on reviendra, mais qui serait celui de la littérature francophone, avec toutes les problématiques peut-être qu'une telle appellation soulève. Donc, ce qui est amusant, c'est que le livre de Hélimane, Le labyrinthe de l'inhumain, on nous le présente avec des grandes phrases assez emphatiques, comme une sorte de livre absolutiste qui est supposé mettre presque un point d'arrêt décisif à toute littérature, parce qu'après lui, plus aucun livre ne serait possible, le livre qui doit effacer tout ce qui a précédé. Alors, évidemment, dans une interview, Mohamed Mbougar Sarr, on lui demande « Mais vous n'avez pas eu la tentation d'écrire ce livre ?» Et il dit « Non, je ne peux pas, ce serait prétentieux et tout. » Mais, quelque part... je crois que la plus secrète mémoire des hommes, c'est un peu un labyrinthe de l'inhumain, car on trouve condensé en lui, j'ai envie de dire, toute l'histoire du roman. Absolument. Quand tu parlais des récits enchâssés, eh bien ça, c'est quelque chose qu'on trouve par exemple beaucoup au XVIIIe siècle,
hein, qu'on lise la Nouvelle Héloïse, qu'on lise Jacques le Fataliste de Diderot, le roman comique de Scarron, c'est quelque chose d'assez traditionnel que dans le roman, on est un autre roman. Eh bien, nous le trouvons. Et on va trouver des choses beaucoup plus modernes et qui rappellent le nouveau roman des années 60, au XXe siècle, avec par exemple justement cette idée que des personnages sont incernables. Hein. Et Liman, c'est celui dont on n'arrivera jamais à cerner la personnalité, les motivations, et ça c'est exactement l'idée qui nourrit toute une veine du roman, notamment à partir de ce mouvement qu'on a appelé donc le nouveau roman et qui s'est développé dans les années 1960 environ. Ouais. Là on est dans la droite lignée de tout ça. Lorsqu'on a le passage avec le monologue intérieur de Mossane, avec c'est un texte qui commence par des points de suspension, on a l'impression que ce sont des fragments, là aussi ce côté fragmentaire a quelque chose d'assez moderne, et on a ces phrases qui n'en finissent pas. On a l'impression de lire des monologues intérieurs d'Albert Cohen ou le Stream of Consciousness développé par Virginia Woolf et qui va inspirer beaucoup d'écrivains comme Proust. Donc, on a un petit peu une sorte j'ai envie de dire, l'ambition d'une synthèse de toute la littérature dans un seul livre. Alors, il y a un tel foisonnement de personnages dans ce roman, mais moi j'ai envie de dire que ce sont les femmes qui sont les moteurs de l'action. Et puisque ce roman est placé vraiment sous le signe de la dualité, il y a deux femmes dont j'aimerais parler avec toi et qui sont d'un côté, alors, Mossane, qui est la mère d'Eliman, et de l'autre côté, Siga, qui conduit Diegan, qui l'invite dans cette histoire. Alors, Mossane, c'est une Africaine, donc elle vit dans ce village africain, et elle est amoureuse, elle est attirée par deux frères qui sont jumeaux. Et la dualité, elle est un petit peu construite, hein, les deux frères. Il y en a un qui va être très traditionnel, conservateur, il va vouloir garder les valeurs de ce village, et puis l'autre, il va aller à l'école des Blancs, c'est Hassan, et Mossane ne veut pas faire de choix, donc elle va aimer ces deux hommes. On va pas divulgacher plus d'informations que nécessaire. Et puis l'autre femme, Siga, c'est celle qui réussit à s'en sortir, qui quitte le pays pour s'émanciper et pour aller vivre sa vie, pour écrire sa vie. Alors que, à l'opposé, Mossane, elle va finir folle sous le manguier. Tout à fait, les personnages féminins sont très présents, et d'ailleurs, elles nourrissent une autre veine romanesque que je n'ai pas mentionnée, qui serait le roman érotique. Hein. Il a un certain goût, une prédilection pour décrire l'attirance que Diegan éprouve pour les femmes, notamment donc Sigadé, même malgré la différence d'âge qu'il y a entre elle, qui doit avoir une soixantaine d'années, et lui qui est un jeune écrivain. Et donc, effectivement, les femmes jouent un rôle ici de séduction très fort, et pour ce qui est de Mossane, c'est effectivement à la fois celle qui... elle a le choix entre effectivement deux frères qui représentent des choix de vie très différents. Et c'est vrai que d'un côté, il y en a peut-être un qui lui plaît davantage, mais qui ne représente pas le mode de vie qu'elle souhaite, alors que l'autre lui propose peut-être la vie dans une grande ville, d'autres possibles que ceux qui lui étaient offerts dans le petit village de pêcheurs où elle a grandi, et où donc le frère Houssen, lui, a l'intention de rester. Donc elle va représenter effectivement une sorte d'écartèlement entre deux modes de vie qui vont souvent s'opposer dans le roman. C'est effectivement un mode de vie qui est celui du pays d'origine, le choix de rester donc au Sénégal, ou le choix de partir chez les Blancs, avec le risque d'acculturation qui en découle. Hassan, c'est celui qui a été envoyé à l'école des Blancs et qui va tellement aimer
les Blancs, leur culture, le mode de vie, que lorsque la guerre va éclater, il va choisir de laisser sa femme, donc Mossane, et leur enfant pour aller faire la guerre avec les Blancs, parce qu'il sent que c'est son devoir. Bon, donc là on est dans peut-être effectivement une espèce d'acculturation tellement forte que il en est prêt à sacrifier sa vie pour devenir tirailleur sénégalais. C'est ça. Ouais. Et Siga, elle va avoir un sort parallèle, c'est-à-dire qu'elle aussi va partir, va aller en Europe, acquérir la culture dont elle a besoin pour développer tout simplement son écriture, son art. Et Diégan, il est également dans cette situation-là. Ils font partie de ce que le romancier appelle la diaspora africaine à Paris. Donc il y a toute cette question d'un déracinement peut-être, hein, ou en tout cas d'une distance prise entre voilà, le milieu littéraire et le pays d'origine qui structure tout le roman, ouais. Puisque effectivement Mohamed Bougarsar, je crois dans une interview, a avoué qu'il n'avait pas écrit avec un plan préconçu. Il y a certains passages qui lui sont venus, puis voilà, ça n'a pas été fait dans l'ordre. Cependant, et même si il ironise dessus dans une page du livre, on a un petit peu l'impression qu'il nous raconte le livre d'un retour au pays natal, à la façon du cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire. Diégan est à Paris, il est donc imbibé d'une culture qui est surtout une culture européenne, et il va finir par revenir au Sénégal. Sa quête pour Elimane va le ramener, pourrait-on dire, à ses racines, ou en tout cas vers une partie de lui-même qu'il avait tenu trop longtemps à distance. Oui. Alors, il y a justement, nous parlions à l'instant des femmes, et les deux femmes dont nous avons évoqué le destin narratif, il y a quelque chose de sacrificiel. Hein, elles ont été les moteurs de l'action, mais elles y ont perdu quelque chose. Il y a cette notion de sacrifice, et c'est la même chose pour Tessé Elimane, qui est sacrifié, alors sur l'autel de quoi ? Sur l'autel de son époque, parce que c'était la période bien avant la décolonisation, hein, les années 30, les années 40, parce que c'était la Seconde Guerre mondiale. Il n'empêche qu'il a été discrédité dans son œuvre. Alors, Tessé Elimane a-t-il été une victime de son époque ? Dans la présentation qui en est faite dans le roman, de toute évidence, oui, puisque Mohamed Bougarsar invente les articles de critiques qui ont accueilli le labyrinthe de l'inhumain, faisant apparaître un racisme banalisé à son époque, puisque certains ne pouvaient pas croire qu'un noir ait pu écrire une chose pareille. Donc il écrit tout ça d'une manière d'ailleurs assez convaincante, assez vraisemblable. On a dû aller vérifier que les articles n'étaient pas des vrais. Oui. Tant effectivement la mentalité coloniale, la supériorité présumée de l'époque pouvait laisser penser que de telles réflexions trouvent le jour. Il est également victime de médisance, puisque certains ne vont pas accepter son talent et vont l'accuser de plagiat, et ce qui posera la question littéraire justement du plagiat, de la réécriture, de l'imitation, mais ça on le garde pour une prochaine fois. Voilà, donc il y a effectivement tout un contexte qui est le contexte colonial, que le roman utilise très brillamment. Toutefois, et peut-être on s'arrêtera là-dessus, mais je pense que ce n'est pas seulement une histoire historique. Je pense que c'est la recherche d'Elimane. D'ailleurs, je crois qu'un des personnages le dit à Diégan. Ce qu'il cherche vraiment avec Elimane, c'est la littérature. Et je crois qu'effectivement, Elimane, c'est la recherche de Diégan. C'est un écrivain qui recherche une certaine conception de la littérature, et quand il part à la recherche d'Elimane, finalement c'est la littérature avec un grand L qu'il recherche. Oui,
et qu'il va trouver en lui. Mais nous n'en dirons pas plus. Chers auditeurs, chères auditrices, merci de votre attention. La semaine prochaine, nous poursuivrons notre discussion sur le roman de Mohamed Boungar Sarr, La plus secrète mémoire des hommes. Merci Nicolas. À la semaine prochaine.